Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer, bah voilà, on va déjà présenter un peu qui on est. Moi, je m'appelle David, je suis responsable technique et ingénieur acoustique depuis 17-18 ans maintenant. J'ai cofondé Impulsion Acoustique avec Myriam depuis 2015. Et chez Impulsion Acoustique, on propose trois services principalement. Donc, un premier service qui est la création de logiciels vibroacoustiques. On a notamment créé un logiciel de mesure de la raideur dynamique, mais aussi une plateforme web, peut-être que certains connaissent, qui s'appelle AcuVap, qui permet aux acousticiens et aux non-acousticiens de réaliser des calculs acoustiques. On propose aussi en fait des formations auprès soit d'acousticiens ou non-acousticiens. On en parlera un petit peu après. Et bien sûr, on réalise des expertises en recherche et développement auprès des industriels, soit du transport, soit du bâtiment. Pour les aider, on les accompagne en fait dans le développement de leurs produits et optimiser les produits d'un point de vue acoustique. Voilà. Donc, comme je vous disais en introduction, il s'agit du premier webinar qu'on réalise, mais c'est le premier d'une longue série. On en prévoit à peu près encore 4 au deuxième semestre. Ça va concerner plutôt l'isolation et l'absorption, ainsi qu'un module sur la raideur dynamique des matériaux, qui est une donnée parfois peu connue, mais importante pour la caractérisation des sous-couches acoustiques ou des matériaux résilients notamment, et un webinaire dédié complètement à AcuVap, présenter un peu les différents modules qui sont accessibles directement sur le web. Et bien sûr, pour avoir accès à ces différents webinaires, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Voilà, on communiquera les dates principalement sur ce canal, quoi. OK. Voilà, donc je vous parlais des formations, on en reviendra à la fin, mais voilà, les formations qui sont prévues plutôt au second semestre en novembre, qui vont concerner plutôt la vibration et l'acoustique, soit en mesure, soit en théorie, et l'isolation. Il y a aussi une formation qui intéresse pas mal de fabricants de matériaux, notamment sur l'isolation et l'absorption des matériaux dédiés. Et on réalise aussi des formations à la carte, suivant vos besoins, donc des formations personnalisées. Et bien évidemment, vous retrouvez mes coordonnées. Donc, si vous voulez en parler après la formation, n'hésitez pas à me contacter en tout cas. OK. Voilà, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Ah oui, petite chose, Myriam me rappelle. Les questions, en fait, on fera à peu près 40 minutes de présentation, entre 35 et 40 minutes de présentation. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et on aura un temps dédié pour y répondre à la fin. OK? Voilà. Voilà, ça c'était pour le cadrage, pour les présentations. Ce que je propose, c'est d'aller directement dans le vif de ce qui vous intéresse. C'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui. C'est qu'on va parler maintenant des indices acoustiques. Euh, Déjà, on va essayer ce que je propose comme sommaire, c'est déjà de comprendre pourquoi utiliser des indices globaux. Hein, ça, c'est vraiment savoir les raisons pour lesquelles ces indices globaux ont été inventés. Hein. Et on ira dans le détail ensuite sur les indices en isolation acoustique, au bruit de choc et en absorption acoustique. Et aussi une dernière partie sur le calcul de ces indices. En introduction, je voulais aussi vous dire pourquoi on a décidé chez Impulsion Acoustique de faire ce webinaire qui a l'air finalement assez simple, entre guillemets. C'est parce qu'en fait, on est en contact avec pas mal d'industriels souvent, que ce soit des ingénieurs produits ou des responsables R&D ou d'autres personnes, hein, des commerciaux, etc., notamment en assistance technique. Et on se rend compte il peut y avoir des amalgames sur certains indices. Hein. Voilà, j'ai déjà eu le cas où voilà, on confondait le delta LW avec le LNW ou d'autres histoires comme ça si vous le souhaitez. Et donc on s'est dit, bah tiens, mais si en effet il en existe quand même énormément des indices, on peut le voir sur ce nuage qu'on a dessiné, il y en a encore plein d'autres. Et en plus, le problème, c'est qu'ils sont tous en décibels, pour la plupart. Et il y en a même certains, comme pour l'absorption, qui n'ont pas d'unité. Donc, on peut comprendre que pour les non-initiés, ou même pour ceux qui sont initiés parfois, c'est compliqué de s'y retrouver. Euh,
et beaucoup sont en décibels ou sans unité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pourquoi on utilise des indices globaux? En effet, parce que le son, c'est pas mal de fréquences quand même. On a un spectre en tiers d'octave, par exemple, on a 18 avec une valeur, hein, 21 quand on commence à partir de 50 Hz, par exemple. Lorsqu'on passe en octave, on a 6 ou 7 valeurs, on divise par 3 ce chiffre. Voilà, pour communiquer, pour échanger, pour comparer, c'est compliqué de toujours exposer ces 18 à 21 valeurs dans nos échanges. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ces indices ont été inventés. Et en revenant un petit peu à la genèse de ces indices, qu'est-ce que dit une des normes qui est une des normes les plus, voilà, la norme ISO 717 qui définit notamment les indices en isolation et au bruit d'impact. Cette norme dit que ce qu'elle souhaite, c'est normaliser une méthode pour caractériser la performance acoustique en une valeur unique. C'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on essaye en une valeur unique d'essayer de caractériser la performance. D'autre part, elle précise, il y a un mot important dans l'introduction de cette norme, c'est faciliter l'énoncé des exigences. On verra par la suite, mais la plupart des réglementations, la plupart comme pas mal de cahiers des charges, utilisent ces indices parce que c'est beaucoup plus simple, pour faciliter, beaucoup plus facile de communiquer avec les différents corps de métier, etc. Par contre, la norme 11654, qui définit notamment les indices pour l'absorption acoustique, précise bien que les indices ne sont pas appropriés pour tous les cas, et notamment lorsqu'on souhaite réaliser une conception acoustique minutieuse. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'acousticiens dans la salle qui utilisent les indices, mais utilisent aussi beaucoup les spectres. Donc il est important de rappeler cela, c'est que les indices vont nous aider sur certaines parties, mais lorsqu'on veut aller dans des études plus avancées, le spectre reste primordial. Donc pourquoi on les utilise? Par exemple pour comparer des produits, comparer des performances rapides, hein, c'est-à-dire que là, par exemple, ce tableau que je vous présente ici, qui vient de la base de données à Couvap, on peut les classer en fonction du RW, du RA, et donc d'avoir une comparaison rapide des produits. Le deuxième objectif, c'est aussi de faire des calculs acoustiques, on va dire, que je dis simplifiés, hein, que ce soit dans certaines normes, ou par exemple dans Qualitel, hein, pour ceux qui connaissent Qualitel, on retrouve des calculs en fait de certaines exigences à partir des indices globaux directement en fait. Les ESA, pour les exemples de solutions acoustiques aussi. Ok. Et pour moi, le dernier objectif aussi, c'est faciliter l'échange dans les cahiers des charges et dans la réglementation. La réglementation utilise énormément ces indices. Là, par exemple, dans le texte ici, on a des textes qui sont liés à la réglementation acoustique du logement. On retrouve le DNTA, DNTA-TR, le Alpha W, etc. Et même dans l'industrie du transport, je travaillais beaucoup dans le ferroviaire, et dans le ferroviaire aussi, dans les cahiers des charges pour les fournisseurs, on utilise les indices globaux, ainsi que le spectre, mais souvent les fournisseurs se engagent toujours sur l'indice global parce que respecter un spectre, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, on l'utilise un peu partout, et donc c'est pour ça que c'est important de savoir d'où ils viennent et comment ça marche finalement. Mais le spectre reste essentiel, hein. Le spectre donne de nombreuses informations. Par exemple, sur un spectre, on va pouvoir l'analyser, connaître quelles sont ses fréquences caractéristiques, les fréquences de résonance, par exemple, ou les fréquences critiques. Mais aussi la gamme de fréquences optimale en fonction de la source de bruit. Par exemple, si on a une source de bruit plutôt basse fréquence, c'est le spectre qui va nous indiquer comment on doit isoler cette source. Donc voilà, c'est important d'avoir ce spectre en tête. Et comme je le disais en introduction, pour les calculs et les études avancées, le spectre reste une donnée d'entrée. Voilà, pour résumer, les indices globaux vont être vraiment importants pour communiquer, comparer et évaluer. C'est vraiment les trois objectifs. Le spectre restera quand même primordial par la suite. Ok. Voilà. Donc, on a vu un peu maintenant le pourquoi on utilise et pourquoi on a créé en fait ces normes qui nous permettent de calculer l'isolation acoustique. Maintenant, on va pouvoir les utiliser un peu. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur l'isolation acoustique. C'est là où on retrouve quand même la plupart de ces indices. Petit rappel, bon, il y a des acousticiens. Je vais essayer de faire court, mais je voulais quand même
Il y a quand même des gens qui ne font pas de l'acoustique tous les jours aussi, donc je vais être un peu généraliste parfois. Donc l'isolation acoustique, hein, c'est bien défini par son coefficient de transmission. Ça va être le rapport entre la puissance transmise et la puissance incidente. Okay, alors que l'absorption acoustique, qu'on verra par la suite, hein, c'est bien, c'est une différence, mais c'est un rapport en fait de l'onde incidente qu'on voit ici, de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente, avec une énergie qui est dissipée en fait dans l'absorbant. C'est assez résumé, mais c'est pour bien comprendre les deux principes sur lesquels qu'on va évoquer par la suite. Mais comment on mesure en fait cette isolation acoustique? Par exemple, en laboratoire, voilà, on a une représentation ici sommaire d'un laboratoire ou même d'une salle d'essai, hein, dans un bâtiment. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans la première salle ici, on va mesurer en fait on va émettre un bruit large bande en fait, ce qu'on appelle dans la salle d'émission. On va mesurer son niveau sonore et on mesure le niveau sonore dans la salle adjacente où on a placé le matériau en question. Et par la différence des deux niveaux sonores, bon, pondérés par d'autres valeurs, on va avoir on va avoir un spectre d'isolation. Le spectre d'isolation porte souvent la valeur R. Ici, on a un spectre qui provient d'un rapport du CSTB. Et ce qui est intéressant de voir sur ce spectre, donc ce spectre, comme je disais tout à l'heure, il a 18 valeurs. Il a 18 valeurs, et sous le spectre, on retrouve donc ces différents indices. Là, on a le RW, entre guillemets, le CTR. On verra bien sûr par la suite ces différents indices. Qu'est-ce qu'on remarque encore sur ce spectre? C'est une courbe de référence, ici, une courbe de référence décalée. Ce que je vous propose, moi, par la suite, c'est un petit exercice, parce qu'en fait, le RW qui est là, il est calculé grâce à cette fameuse courbe de référence. Et ce que je vous propose, c'est de faire de vous montrer un peu comment on le calcule, ce RW, avant de connaître sa signification. Donc, ce qu'on fait lorsqu'on veut calculer un RW en question, on place sur la courbe mesurée, en fait, une courbe de référence qui, elle, est issue d'une norme, la norme 717-1. Je vais essayer d'être assez précis parce que bon, c'est un peu technique, mais on a essayé de faire ça de manière assez ludique, j'espère. Ce qu'on va faire pour calculer le RW, c'est qu'on va prendre cette courbe de référence et on va faire la somme de tous les écarts, en fait, qui sont avec la courbe de référence supérieure à la courbe mesurée. Donc, ce qu'on appelle la somme des écarts défavorables. Donc, tout ce qui est en dessous de la courbe rouge, OK, on en fait la somme, et ça nous donne 139. OK, 139 dB, du coup. Et la norme nous précise, c'est que cette somme-là, elle doit être inférieure à 32, au plus près de 32 dB. Donc là, comme on le voit ici, 139, bah, c'est supérieur à 32, donc c'est pas bon. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on va diminuer cette courbe de référence par incrément. On va incrémenter la courbe. Donc là, j'ai fait un peu vite, mais là, on va l'incrémenter de moins 5 dB. Et donc, on refait le même exercice. On fait la somme des écarts sous la courbe rouge, 87. Donc, c'est encore trop grand. Donc, on diminue encore moins 10 dB. Là, on commence à se rapprocher du 32. On n'est pas trop loin du but. On continue et on arrive à moins 13 dB. Et là, on arrive à 30. La somme des écarts qui est ici, elle est à 30 inférieure à 32 dB. Donc là, on est OK. Donc la courbe de référence, là, elle est décalée. On est au critère de la norme, comme est défini dans la norme. Et donc, qu'est-ce qui va nous donner le RW? En fait, on va regarder la valeur de la courbe décalée à 500 Hz. Donc là, dans notre cas, ça nous donne un RW de 39 dB. Donc, c'est vraiment la méthode, si je vais le montrer qu'une seule fois dans ce webinaire, mais c'est la méthode qui est utilisée pratiquement dans toutes les normes, que ce soit d'isolation, de bruit d'impact ou d'absorption, pour calculer ce fameux alpha W, RW ou LNW. Okay, la méthode est à peu près la même, sauf que la courbe de référence change bien sûr en fonction des critères. Voilà. Petite chose importante aussi, qui n'est pas forcément précisée. Pourquoi en fait cette courbe de référence elle est toujours précisée sur les rapports? Parce qu'elle nous donne une indication importante.
et donne une indication importante. Bon, ayant travaillé chez les industriels, c'est ce qu'on va regarder notamment, et même chez d'autres, hein, c'est que comme on fait la somme des écarts défavorables, tout ce qui est en dessous de la courbe rouge, qui finalement rentre en ligne de compte du calcul de l'RW, si on veut modifier le RW, si on veut modifier le RW, si on modifie ce qui est au-dessus de la courbe rouge, en fait, ben, ça ne servira à rien, quoi. On peut augmenter ce qui est au-dessus de plus 10 dB, ça ne changera rien au RW. Ce qui est important, c'est de modifier la partie qui est là, quoi, qui est dessous la courbe rouge. Ok. Ça, c'est vraiment. Donc, c'est pour ça qu'elle est souvent précisée sur les rapports. Ça nous permet de voir un peu où est la gamme de fréquences, où on doit jouer pour gagner un peu, gagner quelques dB sur ce fameux RW. Ok. Donc voilà, c'était la seule partie calcul, on va dire, du webinar. Ce que je propose maintenant, c'est d'aller vraiment dans la signification de ces indices. Avant d'aller dans la signification, bien distinguer deux cas. Le cas laboratoire, où là, on mesure en fait la performance des produits, des systèmes. Du coup, ce qu'on appelle, on n'a que la transmission directe. Donc, c'est vraiment la transmission directe, hein. Très peu de transmission latérale dans un laboratoire. Alors que sur un bâtiment, on va aussi regarder, bah, du coup, quand on mesure la transmission directe, certes, mais aussi la transmission latérale via le plafond, via le plancher, etc. Donc voilà, faire le distinguo entre les deux, mais on verra par la suite quels sont les indices associés. Donc le RW, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, hein. À partir du spectre, on calcule ce fameux RW, hein, par comparaison du spectre de référence. Il est rarement utilisé seul, et on va lui préférer plutôt lui adjoindre ce qu'on appelle un terme d'adaptation. Donc, le terme d'adaptation, c'est la petite valeur, c'est la valeur qui est après la parenthèse, là, le 0, là, pour ce cas-là, c'est 0. OK. RW plus C, donc c'est un terme d'adaptation qu'on appelle bruit rose, et on l'utilise notamment lorsqu'on veut évaluer l'isolation acoustique pour des sources de bruit plutôt moyenne, haute fréquence. Donc moyenne, haute fréquence, et dans la réglementation ou même de manière habituelle en France, on utilise cet indice plutôt pour des produits d'isolation intérieure, des cloisons, des portes intérieures ou des murs légers par exemple. La norme va un peu plus loin, elle, notamment lorsque ce n'est pas bien défini dans les cahiers des charges ou dans les CCTP, c'est définir des activités qui sont plus adaptées en fait à cet indicateur. Donc notamment, on parlait, la norme précise des activités humaines, hein, parole, musique. Tout ce qui va être trafic routier, trafic ferroviaire, mais plutôt moyenne, haute vitesse. C'est là, bien sûr, parce qu'on a des fréquences un peu plus importantes, et les usines émettant un bruit à fréquence moyenne ou aiguë. Lorsqu'on va vouloir travailler plutôt sur des sources de bruit route, donc routier, on a le RW plus CTR, qui est la deuxième valeur précisée ici, qui est le -3 là, qui est là. Et lui, il est plus adapté en fait à des bruits basses ou moyennes fréquences. Donc on va le retrouver principalement sur des murs, des fenêtres, sur des portes extérieures par exemple. Okay. Habituellement, le RATR est toujours plus petit que le RA. Okay. Bon, ouais, c'est juste un petit truc en plus. Mais donc voilà. Et comme pour le RW plus C, on retrouve la norme précise quelques sources de bruit. Donc trafic routier ou ferroviaire, mais plutôt basse vitesse cette fois-ci, donc plutôt basse fréquence. Ok. L'avion à hélice, bon, ok. La musique disco, je sais pas pourquoi il précise la musique disco. Bon, apparemment la basse sur la musique disco fait du bruit plus que les autres musiques. Et les usines émettant un bruit à fréquence basse ou moyenne. Ok. Donc là, on a vu les trois principaux indices, RW, RW plus C, RW plus CTR. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est les indices qu'on utilise en laboratoire et in situ. En fait, on va utiliser des indices qui sont à peu près équivalents en termes en termes de calcul déjà. Ils sont équivalents. Mais par contre, ils ont une autre forme. Donc on utilise ce qu'on appelle, à partir du DNT, qui est le spectre ici, okay, qui va être en spectre, on va calculer le DNTW, qui est le pendant du RW, en fait, entre guillemets, qui est vraiment le pendant du RW. Pourquoi DNTW, pour ceux qui veulent, donc même le DNT. Donc DN, c'est l'isolement dans un in situ. Le T, c'est parce que comment dire, il est pondéré par rapport au temps de réverbération de la salle. Et le W, qui restera, qu'on voit un peu partout ici, c'est vraiment pour dire qu'il est
weighted, c'est-à-dire qu'il est pondéré, c'est l'indice vraiment global. Donc voilà, là c'est beaucoup plus simple. Donc du coup, on a le DNTW, donc on a le DNTW plus C ou DNTA, qui est le pendant du RW plus C ou RA. Donc toujours pour un terme d'adaptation bruit rose, bruit moyenne, haute fréquence, notamment isolation intérieure. Et le RW plus CTR ou RATR, donc DNTW plus CTR, DNTATR, excusez-moi, il commence à en avoir un peu trop là. Qui est plutôt orienté terme d'adaptation bruit-route, donc pour l'isolation extérieure sur des façades, des portes, etc. Ok. Et bien sûr, bon, petit rappel, mais quand même le R c'est différent du DN, donc les valeurs ne sont vraiment pas les mêmes. Le R vraiment orienté matériaux, système, le DN c'est vraiment orienté bâtiment. On peut avoir une cloison à 64 dB en laboratoire, mais avoir des valeurs in situ de DN à 53, 55, 56 dB, quoi. Donc, vraiment pas confondre les deux, quoi. Petit rappel. Quelques subtilités quand même sur le calcul de ces indices, quand même. C'est que le RW, il est calculé sur une gamme de fréquences plus réduite que le spectre. Il est calculé sur 100 Hz, 3150 Hz. Okay, donc, on ne tient pas compte du 4000 et du 5000 Hz. Le CCTR aussi, mais on peut le calculer sur des fréquences étendues. Donc les fréquences, c'est 50-100 Hz. Donc 50-100 Hz, c'est surtout si on veut, par exemple, avoir, si on a des composants de basse fréquence et on veut en tenir compte de notre cahier des charges, donc on va pouvoir utiliser ces indices-là. Et de même, si on veut tenir compte des plus hautes fréquences, 4000, 5000 Hz, on peut utiliser ces termes d'adaptation. Du coup, dans les cahiers des charges ou dans la communication de ces indices, il ne faut pas oublier de bien préciser la gamme de fréquences où est calculé en fait ce C et ce CTR. Okay. Euh, Petit encore, pour rappeler un peu l'importance du spectre, là c'est juste un petit exercice qui montre, qui permet de montrer que là on a deux courbes d'isolation. Okay, de courbes d'isolation avec des valeurs de RW, CCTR assez proches. On est RW à 48, 48, un RW plus C à 47 à peu près. Et, bon, elles sont ici assez équivalentes. Par contre, ce qui est important de voir, c'est que en basse fréquence, notamment, on a un écart de 3 à 6 dB. Ça, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que si dans le choix d'un système, d'un matériau, d'un système, vous devez tenir compte notamment de la source, et la source est assez basse fréquence, ça va être, vous voyez bien que ici l'indice n'apporte pas assez d'informations pour savoir si on a un matériau qui est meilleur ou pas en basse fréquence. Donc voilà, c'est encore un petit rappel de l'importance du spectre. L'indice donne des informations, mais il n'est pas suffisant. On continue encore un petit peu sur l'isolation. Donc on a vu l'isolation des matériaux, on va dire, directs. Il y a le cas des produits sur support. Qu'est-ce que j'appelle les produits sur support? C'est les produits type doublage, plafond, sous-couche acoustique par exemple. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle le delta RW. J'ai mis direct parce qu'on verra par la suite un autre, qui bon, finalement juste une différence arithmétique, quoi. Donc vous faites le RW du support doublé moins le RW du support non doublé, vous avez le delta RW. Donc le delta RW direct. Donc ça, c'est pour ce cas-là. Par contre, on va beaucoup apparaître, même depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, notamment dans les rapports du CSTB, le delta RW lourd, le heavy lourd, qui permet de calculer aussi un delta, toujours un delta. Sauf que dans le calcul du delta, c'est pas juste une différence arithmétique, on introduit un mur ou un plancher normalisé. Donc ce mur et le plancher normalisé est défini dans la 10-140-5, le spectre dans la 10-140-5. Donc plancher et mur normalisé, là vous avez les masses surfaciques qui sont précisées ici, mais c'est important ce qui est important de comprendre là, c'est que le delta R direct est vraiment différent du delta R lourd. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans vos cahiers des charges, dans les CCTP, etc., si vous proposez ou si vous voyez un delta R, il faut bien regarder si on demande un direct ou si on demande un lourd, parce que les valeurs ne sont vraiment pas les mêmes, quoi. Ok. Et pour terminer sur l'isolation acoustique, il y a encore d'autres indices
Je pense on aurait besoin de 2 heures pour tous les voir. Mais on a aussi le DNEW qui va concerner le E pour Elements, qui va concerner du coup, quand on va avoir l'isolation d'un élément, les coffrets de volets, les rupteurs thermiques, etc. Le DNFW, qui lui concerne les plafonds, lorsqu'on veut mesurer la transmission latérale, que ce soit via un plafond ou via des cloisons filantes, par exemple, ou des façades filantes. Donc on a le DNFW. Mais il faut savoir que le DNE et les DNF sont calculés de la même manière que le RW, hein. C'est le même type de calcul, quoi. Ok. Et on a aussi le STC, qui est le Sound Transmission Class, qui est un indice qui est utilisé surtout en Amérique du Nord. Bon, on peut le voir apparaître, pour ceux qui travaillent un peu sur des projets internationaux, on le voit quand même pas mal. Bon, c'est une valeur souvent assez proche du RW, voilà, plus ou moins 1 dB souvent. Donc, ouais, voilà, c'est important de l'avoir en tête. Ok. Euh, un petit récap, je vais passer assez rapidement, mais voilà, comme ça dans la vidéo, vous aurez aussi ce petit récap qui peut être utile pour savoir où et quand utiliser en fait ces différents indices. Voilà. Je vous propose maintenant de passer au bruit de choc. Je me fais rire tout seul avec mes petites phrases. Au bruit de choc. Et donc, comme pour l'isolation, maintenant qu'on a vu l'isolation, je pense que voilà, on commence à comprendre, on comprend comment est calculé ces fameux indices globaux. Pour ceux qui ne le savent pas, le bruit de choc est mesuré en laboratoire, là, dans ce cas, même, pas même in situ, avec ce qu'on appelle une machine à choc qui est représentée ici, hein. Une machine à choc, c'est une machine standardisée où on a des maslots qui vont tomber de manière continue en fait sur un support. Et on va mesurer ici, dans cette salle de réception, le niveau sonore. Et ce niveau sonore va nous donner un spectre. Voilà, on a un spectre, ce qu'on appelle LN, bon, bien pondéré par d'autres facteurs, bien sûr, un spectre. Et c'est à partir de ce spectre qu'on va calculer ici tous ces indices qu'on ne voit pas très bien ici, mais qu'on verra par la suite. Donc notamment le fameux LNW. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre, bien sûr, pour ceux qui suivent bien, c'est que on voit aussi cette fameuse courbe de référence décalée. Donc voilà, toujours sur le même principe du calcul du RW, on la retrouve ici à ce niveau-là. Euh, donc en laboratoire, qu'est-ce qu'on retrouve comme indice? On va donc retrouver à partir du spectre qui est dénommé LN, on va calculer le LNW. Voilà. Toujours ce petit W qui nous indique bien, le W nous indique bien que c'est un indice global. Ok. Donc c'est utilisé pour la performance de produits sur des planchers, par exemple sur un plancher béton non normalisé, par exemple, des planchers de 200, des planchers voilà, autres, ou des planchers seuls, des planchers bois, bois avec revêtement plus chape. Donc c'est vraiment une espèce de valeur de niveau sonore global du bruit de choc. Ok. L'indice quand même qu'on voit beaucoup plus, c'est le fameux delta LW. Donc le delta LW, lui, c'est un indice global pondéré, mais du coup c'est un delta. Donc c'est une différence entre le bruit de choc du plancher avec un revêtement et le plancher seul. Euh, ce delta LW, ce delta L est toujours mesuré sur des planchers, un plancher normalisé. Donc, bon, voilà, ce qu'on voit souvent dans les rapports, c'est plutôt du 140 mm. Pour la norme, on peut descendre jusqu'à 120. Mais ce qu'on retrouve dans la norme, habituellement, c'est plutôt le 140 mm. Et on voit partout sur les revêtements de sol ou sous-couche acoustique avec une chape, etc. Ok. Ce qui est important de noter aussi, c'est que le LNW et le delta LW, en fait, ne suivent pas suivent pas la même tendance. C'est-à-dire que quand le delta LW est important, c'est que la performance est bonne et meilleure, alors que le LNW, plus il est important, plus la performance est basse. Ok. Donc, ils ne vont pas dans le même sens, hein. Donc voilà, je vous ai mis le calcul en fait ici je reste un peu sur le slide juste pour que vous voyez, mais le calcul du delta L et du delta LW est un peu plus complexe que juste une différence arithmétique. Mais voilà, tout est défini dans la norme 717-2. Vous pouvez le regarder si besoin. Ce qui nous reste à voir aussi, c'est donc, on a vu donc les indices plutôt laboratoires, hein, donc delta LW, LNW. On a du coup l'indice aussi in situ, hein, qui est le L''NTW. Ok. Ce qui fait la différence, autant en isolation, on avait R et DN, donc on se dit, OK, on arrive à faire la différence entre in situ et labo.
Mais là, la seule petite distinction qui fait la différence entre in situ et laboratoire, c'est le petit prime qui est là. Et donc, quand on voyait un petit prime, c'est du in situ. Donc, on ne se pose pas de questions, c'est du in situ. OK. Donc, c'est le niveau de bruit de pression pondérée, hein. Donc, c'est principalement pour les mesures sur bâtiment. Quand on fait une mesure sur un bâtiment, on utilise cet indice. Le plus connu étant celui qu'on utilise pour le logement, le L'(NTW) inférieur à 58 dB, décibels. OK. Bientôt terminé sur le bruit de choc, mais je tenais juste à préciser qu'il y a aussi des termes d'adaptation. Donc, un terme d'adaptation qui s'appelle CI, qui est plutôt pour une prise en compte en fait de la composante plutôt basse fréquence. Le plancher bois. Par exemple, quand on travaille sur des planchers bois ou même sur des planchers béton nus, la composante basse fréquence est assez importante. De manière générale, il est peu utilisé, mais dites-moi dans le chat si vous utilisez beaucoup. Il est peu utilisé, mais il donne des indications si les BF sont importantes ou pas. Et vous, dans vos projets, si vous avez des projets un peu touchy d'un point de vue basse fréquence, toujours intéressant de le regarder, en tout cas de le prendre en compte si besoin, quoi. OK. De même, pour le delta AW, il existe le CI delta, hein, ou le CI delta R pour les planchers légers, qui est aussi un terme d'adaptation. Donc, du coup, on aurait du delta LW plus CI delta. Pour avoir cette composante, cette isolation plutôt orientée basse fréquence. Voilà, donc comme pour l'isolation, je propose juste un petit résumé ici, hein, que vous pouvez retrouver bien sûr dans la vidéo. OK. Donc, je propose de passer maintenant sur l'absorption acoustique, sur la dernière partie de ce webinaire. Donc, petit rappel, on l'a déjà vu tout à l'heure, l'absorption acoustique elle est de ce côté-là. Onde incidente, onde réfléchie et perte d'énergie dans le matériau absorbant. Okay. Donc, comment on mesure l'absorption acoustique? L'absorption acoustique se mesure en laboratoire. Dans ce qu'on appelle une salle réverbérante. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure le temps de réverbération dans cette salle avec et sans le matériau, donc qui fait à peu près la norme définie 10 à 12 mètres carrés de matériau. Ce qui nous permet d'obtenir en fait un spectre d'absorption qui doit normalement pas être supérieur à 1, c'est souvent le cas. Bon, parfois il y a des petits écarts, mais c'est pas très grave. Et à partir de ce spectre, comme pour les parties précédentes, on calcule des indices globaux. Le premier qu'on va voir ici, c'est le alpha W. Donc, il a le petit W, ce qui nous donne une petite indication sur comment on le calcule. En fait, il se calcule à peu près comme le LNW, le RW, par des différences de courbes de référence. C'est un alpha, il est toujours inférieur à 1, et c'est bien sûr, c'est l'indice le plus utilisé en absorption. C'est là-dessus que communiquent beaucoup les fabricants, et on le retrouve un peu partout, quoi. La petite subtilité, encore une fois, c'est que le alpha W n'est pas calculé sur toute la gamme de fréquences. Déjà, il est calculé, donc en laboratoire, on mesure le alpha, ce qu'on appelle le alpha Sabine, en tiers d'octave, donc 18 valeurs de données. Ce alpha Sabine est ensuite converti, ce qu'on appelle en alpha P, en alpha pratique, qui lui est en octave. Et c'est à partir de cet alpha P qu'on calcule en fait le alpha W. Okay. Et donc le alpha W est calculé sur la gamme 250 Hz, 4000 Hz. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte, le alpha W ne prend pas en compte l'octave 125 Hz. Toujours intéressant de le savoir, parce que c'est vrai que parfois, si on veut modifier le alpha W d'un matériau, malheureusement, ça ne sert à rien d'aller jouer sur cette gamme de fréquences. Ce qu'on peut voir aussi, et là on le voit sur cet exemple de rapport, c'est qu'on voit une lettre apparaître à droite du alpha W. Cette lettre, c'est quoi? Ça indique ce qu'on appelle un indicateur de forme. Donc, elle peut prendre 3 valeurs. Donc, LMH pour Low, Medium and High Frequencies. OK. Donc, basse pour les valeurs, qu'est-ce que ça indique? Excusez-moi. Ça indique en fait que l'absorption sera prépondérante dans cette zone. Okay. Donc le L, ça va plutôt à 250 Hz, moyenne c'est 500 MHz et haute c'est 2000-4000 Hz. On peut avoir une seule lettre, comme on peut en avoir deux. J'en ai rarement vu trois, mais c'est-à-dire qu'il serait parfait partout, ce qui est assez rare.
mais souvent on voit une lettre associée. Parfois, on ne voit pas de lettre aussi, hein, pour information. Le alpha W, à partir du alpha W, on peut encore calculer, on peut encore définir un autre indicateur qui est la classe. Donc la classe est définie dans la même norme, la norme ISO 11654. C'est voilà, elle permet de classifier un peu comme pour la thermique. Pour la thermique, bah, voilà, on a un classement de A à E. Bon, bon, je travaille très peu avec les classes. S'il y en a dans la salle qui utilisent les classes dans leur quotidien, qui n'hésitent pas, ça serait intéressant d'en discuter. Mais voilà, ça permet d'avoir un classement rapide des matériaux et de pouvoir comparer si on a un matériau classe A, bah, on sait il sera quand même meilleur qu'un matériau classe E, quoi. Donc ça reste quand même toujours intéressant, mais c'est vrai que bon, dans mon quotidien, moi, j'utilise pas beaucoup. D'autres indices qu'on peut aussi utiliser. Donc là, on a vu tout ce qui est défini dans la norme 11654, plutôt la norme internationale, hein. Maintenant, on a aussi d'autres indices qui peuvent être présentés dans les rapports. Donc le SAA, le Sound Absorption Average, et le NRC. Donc c'est des indicateurs qui sont des indices qui sont précisés dans une norme américaine. Comme les produits, les matériaux en fait absorbants sont assez internationaux quand même, on le retrouve quand même pas mal soit dans les cahiers des charges, soit sur les rapports. Mais en gros, c'est tout simplement une moyenne arithmétique, hein. Pour le SAA, c'est une moyenne arithmétique sur 200, 250, 2500 Hz en tiers d'octave. Et pour la NRC, c'est en octave et c'est une moyenne arithmétique, quoi. Bon, voilà. C'est important de le savoir d'où ça vient et comment c'est calculé. Mais voilà. Pour ceux qui travaillent sur des projets internationaux, c'est toujours intéressant. Donc, comme pour l'isolation et pour le bruit d'impact, bien sûr, on a ce que j'ai présenté précédemment, c'est bien sûr donc tous les indices qu'on mesure en laboratoire, alpha W, CALAS, etc. Bon, in situ, il n'y a pas de mesure directe de l'absorption des matériaux. On va plutôt parler du temps de réverbération. Donc, c'est le temps mis au niveau sonore pour décroître de 60 décibels après l'interruption d'une source. Bon, on va pas on va pas en parler plus longuement ici. Mais sachez que voilà, qu'il n'y aura pas forcément de mesure directe de l'absorption. Ok. Voilà, un petit rappel, petit résumé habituel, hein, vous commencez à être habitué maintenant, je pense, qui permet de retrouver facilement les différentes informations. Ok. J'avance. Donc, on a fini sur la partie absorption. Ce que je voulais vous présenter ici, c'est AcuVap et notamment les deux modules qui nous intéressent et qui sont reliés en fait à ce webinaire. Donc, c'est le AcuVap Alpha Rating qui permet, à partir d'une courbe d'absorption, de calculer directement les indices. De même, on a la même chose pour l'isolation acoustique, où là, on importe en fait une courbe d'isolation acoustique et ça nous permet de calculer tous les indices que je vous ai présentés précédemment. Moi, ça m'est souvent utile, notamment lorsque je travaille soit avec des industriels ou sur des projets. En fait, ça nous arrive, nous, acousticiens, ou même d'autres, de modifier un peu le spectre pour voir ce que ça donnerait, quoi. Ok. Et donc, en utilisant ces outils, en fait, on peut dire, OK, bah, si je augmente ici, bah, plutôt ces basses fréquences, bah, j'aurai un RW plus CTR de temps, et dire, OK, bah, il faut que je trouve un matériau qui atteigne ça, quoi. Ok. Et donc, ça permet de faire une recherche assez facile. Ok. Donc, vous avez accès, hein, vous tapez acuvap.com ou .fr sur le web, et vous avez accès à ces différents modules. D'autres modules existent, hein, sur Acuvap, hein. Il y a il y a aussi une base de données, un module d'isolation acoustique que vous pouvez retrouver. Et voilà, n'hésitez pas à me faire vos remarques sur Acuvap si vous souhaitez ajouter des modules ou autres. Ok. Voilà. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais faire assez rapidement sur la conclusion pour qu'on ait un peu le temps de répondre aux questions. Ce qui est important de noter, c'est que voilà, dans tous ces indices, voilà, tous les indices qu'on a présentés, lors des études, ce qui est primordial, c'est le spectre. Par contre, voilà, utiliser des indices va être vraiment très important lorsqu'on va échanger, et faciliter l'échange en fait sur la réglementation, sur les produits, pour comparer des produits ou même pour réaliser des calculs simplifiés. Ok. Bon, ça, les formations, ah, tiens, je les ai remises. Donc les formations, mais vous les retrouvez dans la vidéo, on vous enverra un petit mail de toute manière. Et voilà,
je pense avoir terminé et d'avoir tenu le timing. Euh, donc ça nous laisse un peu de temps maintenant pour vos questions. Avec plaisir alors. Je me tourne vers Myriam, voir s'il y a eu des questions, s'il y a des gens qui veulent intervenir peut-être.